Buonasera a tutti. Siamo arrivati alla terza conferenza streaming del nostro Master in Architettura e Paesaggio e questa sera è ospite con noi Jean-Michel Landessy. Due parole sul suo curriculum. Ha studiato a Belle Arti a Marsiglia, dove è nato, e poi si è spostato a Parigi, dove ha studiato architettura e si è diplomato nel 90. La sua attività comprende tre settori: la concezione di progetti di architettura, la fotografia del paesaggio urbano, l'insegnamento universitario. È vincitore del concorso di architettura per la costruzione della Fondazione Gentet di Ginevra. Il suo atelier Dominò Architect riceve il premio Interassas 2000 per la realizzazione dell'auditorium e del giardino della Fondazione. Questo lavoro è oggetto di numerose pubblicazioni internazionali. Nel 2003 fonda l'Osservatorio del Territorio, struttura di ricerca basata sullo studio dell'evoluzione e dello sviluppo degli spazi urbani e territoriali. Il rapporto all'opera di Le Corbusier: si ricordano le due mostre fotografiche, Vivere Chandigarh, esposta al padiglione Arsenal a Parigi, e Le Corbusier e la fotografia, pubblicazione 2012 di Fabio. Landessy è attualmente docente presso la Scuola Politecnica Federale di Losanna, Svizzera, nell'ambito dell'unità di insegnamento architettura e mass media. Nel 2002 è stato professore presso la Facoltà di Architettura di Alghero. Jean-Michel. Tu dis que c'était en français. Grazie, Antonio. Sì. Posso? Sì, la luce. Bonsoir, je vais vous présenter en français, merci, la présentation, qui est une petite synthèse d'un parcours personnel qui associe trois choses, comme l'a dit Antonio. C'est vrai que pour moi, la photographie, c'est un médium naturel pour voir l'architecture. Et on peut dire que j'ai un peu construit mes études, ma formation d'architecte avec mes voyages photographiques, en réinterprétant quelquefois des livres comme Le Voyage d'Orient de Le Corbusier. Et c'est cette synthèse qui m'a amené à traverser les différents paysages, différentes villes, pour répondre à des commandes quelquefois professionnelles pour les architectes, on va le voir, des commandes plus personnelles sur des travaux à long terme sur les transformations urbaines à travers le médium photographique. Alors, cette image représente un petit peu un autoportrait. C'est vrai que la photographie, c'est un art assez jeune qui a 150 ans, un petit peu plus, mais qui a beaucoup évolué. C'est vrai que vous savez mieux que moi, aujourd'hui on reçoit beaucoup d'images, beaucoup de signes, beaucoup d'images urbaines comme celle-ci, extrêmement denses, qui demandent un petit peu une relecture à force de subir vraiment ces images. On devient quelquefois presque un peu aveugle. Donc le photographe aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit reconstruire l'image, prendre le temps de se situer d'abord dans l'espace pour agir un petit peu sur ce paysage urbain. Alors je vous montre tout d'abord, vous connaissez sans doute ce qu'on assimile être la première image de l'histoire de la photographie, qui était réalisée en France, à côté de Chalon-sur-Saône, par Nicéphore Niepce. À l'époque, il y avait des situations similaires en Angleterre et en France sur l'idée de réaliser des photographies et surtout de les conserver, d'arriver à développer les films, parce qu'on n'arrivait pas à fixer l'image sur un fond. Et je vous montre cette image parce que la première image, c'est déjà un paysage urbain. C'est le photographe qui tout simplement regarde à partir de la fenêtre de son atelier la vue traditionnelle qu'il avait de la cour de l'endroit où il habitait. Donc on arrive... C'était une époque où la photographie était très critiquée parce que les peintres ne supportaient pas cette idée de vouloir représenter différemment le paysage par un autre médium que la peinture traditionnelle.
Alors, comme je vous disais assez rapidement, la photographie, c'est quand même un des sujets les plus importants au début de la photographie. C'était ce qu'on appelait en France le bel ouvrage, c'est-à-dire les ouvrages d'art et principalement les édifices religieux. Et bien sûr, notamment ces cathédrales gothiques qui d'un seul coup émergeaient du paysage, comme à Amiens, à Chartres, à Strasbourg. Et assez rapidement, on a commandé à ces photographes ce qu'on appelait à l'époque des missions héliographiques, de parcourir le territoire avec ce matériel pour essayer d'archiver ce qui nous semblait être l'architecture la plus importante, donc l'architecture religieuse. Et pas encore des paysages quotidiens comme ce qui se passait dans la rue. Alors on commence à voir un petit peu plus tard aussi la rue qui apparaît, l'organisation un petit peu de l'espace. Et cette photographie est particulièrement intéressante parce qu'au début, on avait beaucoup de mal à fixer les images. Ça prenait un temps fou d'arriver à exposer, réaliser ces images. Et si vous regardez bien, ici, on peut apercevoir un personnage qui est en train de faire cirer ses chaussures. Et on dit que c'est un petit peu la première instantanée de la photographie, la première trace d'un personnage dans le paysage urbain, qui donne déjà une certaine idée de reportage. Alors, il y a beaucoup en général des scientifiques, des industriels qui pouvaient s'offrir ce matériel technologique, qui partaient en voyage comme ça pour réaliser des missions. Et j'ai trouvé intéressant par rapport aux étudiants qui sont avec nous ces jours de choisir une image d'un paysage sarde qui a été réalisé à Porto Torres il y a un peu plus de 150 ans par un photographe qui s'appelle Édouard Delessert, qui a été un des premiers personnages à réaliser cette semaine de voyage en Sardaigne et à photographier un petit peu tout le pays à travers des édifices religieux. Alors c'est assez intéressant pour l'anecdote parce que quand j'ai découvert moi-même la Sardaigne en enseignant à Alghero avec les étudiants, je suis venu avec l'album original, le portfolio, enfin en tout cas les images qui avaient été réalisées par Delessert sans savoir véritablement où elles se trouvaient. Et on a commencé à reparcourir ensemble les personnages pour retrouver les paysages, pour retrouver un petit peu, 150 ans après, dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce paysage. Comment peut-être retrouver des traces de la méthode du photographe. Vous voyez que sur les deux images qui ont exactement le même point de vue, ici on a juste la tour, en Porto Torres, la tour qui est au centre de l'image, qui se retrouve un peu dans le paysage, mais avec une toute autre vision. Alors c'est un travail qu'on a fait à Cagliari, enfin dans différents endroits en Sardaigne, mais qui a permis d'instruire aussi sur l'usage de la ville aujourd'hui, sur le niveau, sur l'espace public, beaucoup de renseignements sur cette période-là. Alors, donc bien sûr, une des notions fondamentales de la photographie, c'est un petit peu le point de vue dans tous les sens du terme, c'est-à-dire aussi bien physiquement dans l'espace, comment ici avec cette image d'Henri Cartier-Bresson dans le pays, lors de la construction du mur de Berlin, comment je me situe un petit peu dans cet espace et comment je peux donner certaines visions de la ville. Alors, quelquefois on le fait par la photographie, par le dessin. Le Corbusier, quand il a réalisé son voyage d'Orient, c'est vrai qu'il a beaucoup utilisé les croquis d'Auguste Choisy, notamment pour la montée au Panthéon, l'accès à l'acropole, au Parthénon d'Athènes, et en expliquant que ces visions urbaines correspondaient un petit peu à des séquences visuelles avec les éléments qui apparaissent progressivement en premier plan, deuxième plan, et que la sensation de l'espace, elle était dans la disposition, dans le cheminement un petit peu du parcours urbain. Alors, il y a beaucoup de photographes contemporains qui ont travaillé sur ces missions. Alors c'est vrai qu'en France, dans les années 80, il y a eu une mission assez célèbre, la mission de la DATAR, Délégation à l'aménagement du territoire, qui a à un moment donné mandaté une série de photographes contemporains pour choisir un site et parcourir un petit peu les paysages. Et je vous montre cette image parce que je voudrais rendre hommage à un photographe avec une formation d'architecte milanais que vous connaissez sans doute, Gabriel Basilico, qui a parcouru cette mission, qui s'est fait connaître à l'époque avec tout son travail réalisé sur les côtes de Normandie et de Picardie, qui a réalisé essentiellement son travail en noir et blanc et souvent avec des ciels très très denses, très très sombres pour donner une vision assez un peu dramatique un petit peu du paysage. Alors, la photographie liée au territoire, on a un petit peu deux possibilités. Soit l'architecte, soit le photographe
a cette relation très frontale au paysage qui fuit devant lui avec cet horizon comme référence. Soit on prend un petit peu de distance par rapport au sol, comme le fait ici de manière plus contemporaine le photographe Alex McLean, qui lui a scanné un petit peu tout le territoire américain avec une distance assez faible par rapport au sol pour essayer de trouver une logique dans cette organisation ou dans cette non-organisation des paysages. Alors la méthode, on parle beaucoup de méthode en ce moment, il y a aussi le couple Becher en Allemagne, le fameux directeur d'une école qui est très importante pour la photographie contemporaine, qui est l'école de Düsseldorf, qui eux ont décidé de regarder des paysages qui étaient pour l'instant secondaires, des paysages industriels, et de dire pourquoi un château d'eau, ici en l'occurrence, n'est pas un élément typique du paysage industriel allemand, et pourquoi on n'essaye pas d'en faire une espèce de typologie. Donc en créant cette série d'images sous forme de contact d'images, de comparatifs avec une méthode très très frontale, très stricte, on a réussi à faire un inventaire de ce paysage industriel. Revenons peut-être maintenant à mon parcours plus personnel, où je vous disais que j'avais tout d'abord en tant qu'étudiant visité de nombreux bâtiments de Le Corbusier. Et puis ensuite, ces projets, finalement ces premières photos, ont fait l'objet d'une exposition et de commandes successives de la part de la Fondation de Corbusier pour aller voir d'autres bâtiments et voir des villes réalisées. Alors vous voyez que ici, ce sont simplement des polaroïdes, des premières images de référence qui donnaient un petit peu des lumières, des premières valeurs de lumière de ces bâtiments. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de fascination quand on est étudiant de l'œuvre de Le Corbusier, et que les images ici, elles essayaient un petit peu, ici à la Villa Savoie, de s'approcher de sa fameuse définition d'architecture qui était le jeu savant et correct des volumes sous la lumière. Une œuvre très plastique, assez facilement identifiable. Alors, dans ce parcours, les images que vous voyez là sont en fait, comme le disait tout à l'heure Antonio, issus font partie actuellement d'une exposition qui s'appelle Le Corbusier et la photographie, qui comprend 6 parties, qui explique un petit peu tous les rapports c'est un livre qui a été publié chez Phaidon en Angleterre et qui explique un petit peu tous les rapports qu'a eu Le Corbusier avec la photographie. Le Corbusier photographe pendant ses voyages, Le Corbusier manipulateur aussi utilisateur de l'image, Le Corbusier avec sa relation et les grands photographes comme René Bury et Lucien Hervé qui l'ont accompagné, et puis une série de photographes un peu plus jeunes, on va dire, contemporains dont je fais partie, qui ont eu accès un peu plus tardivement aux œuvres et avec un peu plus de liberté d'expression sur les œuvres. Alors ici on est au couvent de la Tourette, à côté de Lyon, un couvent dominicain. Et vous voyez que c'est toujours assez scénographique aussi comme dispositif architectural. Dès qu'un personnage apparaît dans l'espace, on est vraiment dans l'abstraction. De toute façon, la photographie, c'est déjà une abstraction, puisque c'est une réduction de cette expérience en 3 dimensions dans l'espace par cette vision éphémère. D'ailleurs, Le Corbusier, qui avait toujours des phrases importantes pour tout, avait dit une fois à Lucien Hervé, vos photographies annoncent un petit peu l'architecture, me donnent des idées pour l'architecture dans vos compositions de lumière. Alors c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps dans ces bâtiments à travailler sur le jeu plastique un petit peu de ces œuvres, particulièrement intéressant. Et ici toujours dans un ouvrage religieux qui est la chapelle de Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Alors vous voyez que là, je me suis aperçu que petit à petit, ces bâtiments avaient déjà été bien sûr photographiés avant moi, et je me disais mais comment donner une vision un petit peu différente, et petit à petit, vous allez voir que la situation s'est un petit peu inversée, du dehors vers l'intérieur. Je me suis retrouvé à donner des visions latérales quelquefois des bâtiments et à essayer de se rapprocher de l'intention même de l'architecte en disant qu'est-ce que ce projet propose comme relation paysage, comme paysage un petit peu à voir. Alors, c'est assez
c'est des choses qu'on découvre progressivement quand on traverse un petit peu ces œuvres. Ici, on est à Marseille, on est sur la toiture de l'unité d'habitation de Marseille, qui est pensée un petit peu à l'image à l'époque d'un paquebot, c'est-à-dire qui regroupait toutes les fonctions de vie, de service, ludique, sportive, avec cette idée du rapport à la mer, de cet horizon recomposé. Et il y a toujours un travail, le thème de l'horizon, c'est assez important chez Le Corbusier, c'est-à-dire qu'avec des petites différences de point de vue, de niveau, le fond urbain apparaît ou disparaît très très vite. C'est souvent assez subtil d'essayer de se situer dans l'œuvre par rapport à ça. Alors ça, c'était pour, je dirais, on va dire, les objets architecturaux qui sont souvent, vous l'avez vu dans ces images, la difficulté un petit peu de représentation photographique de l'architecture, c'est d'essayer d'éviter les icônes. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la représentation exacte de la lumière à 45 degrés au bon endroit, à un moment spécifique de la journée, c'est peut-être des images qui permettent d'essayer de construire un projet pour l'architecte, mais c'est des images datées qui correspondent rarement à l'usage ou à la vie un petit peu du bâtiment, ou aux lumières réelles du bâtiment. Il m'est arrivé moi aussi de mal interpréter les images et de découvrir un autre projet quand j'arrivais un petit peu sur le site. Alors là, vous voyez devant vous le plan original de la ville de Chandigarh. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce travail, Le Corbusier a reçu la commande en 1950 par Nehru de construire une ville dans le nord de l'Inde, dans l'état du Pendjab, à Chandigarh, pour rapatrier toute une population sikh qui venait du Pakistan. Donc avec son cousin Pierre Jeanneret et d'autres gens, il a installé toute une équipe là-bas pour planifier dans un réseau très structuré qui correspondait bien sûr à aucune image de l'Inde préexistante, des villes traditionnelles. Et lui-même a composé ce paysage en dessinant plus spécifiquement le palais de l'Assemblée, des bâtiments assez emblématiques un petit peu de la ville, et en s'intéressant moins, je dirais, à l'espace urbain, à la ville, qu'il a laissé dessiner par son cousin Pierre Jeanneret. Et disons que c'est vrai que quand je suis allé là-bas, j'étais d'abord fasciné par les œuvres, et ensuite j'ai surtout découvert cette ville qui avait sa logique, ses usages, ses espaces, et en fait tout le travail de l'exposition qui s'appelait Vivre à Chandigarh, là c'est une toute petite partie que je vous montre, finalement après s'est développé sur cette relation entre la modernité qui était imposée, dessinée par Le Corbusier, et puis la manière des Indiens de s'adapter un petit peu à ces situations. Un travail plutôt développé d'ailleurs en noir et blanc, et un peu moins en couleur. Mais disons qu'il y a beaucoup de bâtiments contemporains issus de cette modernité, construits tout en béton en Inde et à Chandigarh, qui ont été faits aussi par les Indiens, parce qu'un des buts importants de l'équipe sur place, c'était de pouvoir former un petit peu, de pouvoir former les personnes sur place à cette architecture moderne. Donc vous avez ici un grand théâtre, le Batra Théâtre. Alors, moi j'y suis allé souvent les périodes hivernales où la lumière est assez forte. On n'est pas du tout dans les périodes de mousson, de l'été, où les ciels sont beaucoup plus noirs. Mais on a dû réaliser trois voyages successifs là-bas à Chandigarh pour réaliser ce travail. Alors, vous voyez qu'on est aussi dans des paysages un petit peu artificiels. On ne sait plus très bien où est le sol réel. Et surtout, la fonction même de la ville a déjà changé, puisque notamment sur la place du Capitole, il y a beaucoup d'espaces aujourd'hui qui ne se répondent pas du tout à la fonction d'origine. L'Inde, le développement de la population va très très vite, et la ville a déjà maintenant d'autres problèmes. Elle est passée de 400 000 à 800 000 habitants, et ce qui a laissé beaucoup d'espace un petit peu diminuer comme ça. Alors, toujours dans ce jeu d'architecture de la lumière sur le béton, il y a beaucoup de bâtiments de ce type-là qui sont des petites sculptures, comme des pavillons un petit peu thématiques. Ici, c'est un bâtiment qui s'appelle la Tour des Ombres, qui est en fait un simple garage pour les bicyclettes des fonctionnaires, mais qui a été extrêmement travaillé par Le Corbusier.
Alors je vous parlais de l'usage tout à l'heure, bien sûr, c'était ça m'intéresse pas vraiment de photographier les bâtiments vides seuls dans l'espace, mais de toujours trouver un petit peu des interactions entre l'usage même du bâtiment, les fonctions et tout ce qui peut se superposer un petit peu à la vie de ce bâtiment. Et alors là, vous voyez les couleurs, c'était assez étonnant parce que, bon, depuis, inutile de vous dire que cette image a déjà un peu plus de 10 ans et qu'aujourd'hui, les couleurs sont à nouveau différentes, elles ont été repeintes. Les voitures, qui sont ces voitures emblématiques indiennes, les ambassadeurs, ont pratiquement disparu. Mais là, il y avait une fusion entre ce projet, ce portique qui devait être piéton et les voitures des juges qui venaient s'installer dans ce paysage et je trouvais ça intéressant. Alors, en quittant l'Inde, c'est vrai que je vous disais vouloir prendre un petit peu de la distance par rapport à ces icônes, à ces bâtiments très connotés du Corbusier. Quand on traverse l'Inde, on n'a pas du tout cette vision-là de paysage, mais on a plutôt des visions d'une densité extrême de la ville, de confusion du paysage urbain. Vous savez que depuis l'année 2013, la moitié de la population mondiale est devenue beaucoup plus urbaine que rurale. Donc on a des vrais problèmes par rapport à ça et je trouvais important d'arriver à un moment donné à pouvoir signifier un petit peu dans ces paysages à la fois les paysages émergents comme l'a fait aussi Polidori à Shanghai, à la fois ces paysages émergents et à la fois ces paysages un petit peu en disparition pendant ces reconstructions urbaines. Donc toujours pour dire que ça, l'image que vous voyez là, bien sûr, c'est pas le promoteur, le maître de l'ouvrage ne voudra jamais cette image-là comme représentation officielle du bâtiment. Mais pour parler de l'urbain, pour parler du développement, de la relation, de la cité, de l'histoire, c'est assez important finalement de superposer dans ces plans toutes les conditions urbaines qui fonctionnent autour de ces bâtiments. Alors, bon, c'est vrai que j'ai réalisé beaucoup de reportages, soit pour des villes ou des architectes en Europe, ici aux Pays-Bas, à Maastricht, où l'architecte suisse Luigi Snozzi a construit une barre de logement très très importante. Et là aussi, toujours cette question un petit peu de distance, de dire comment je situe un petit peu l'objet dans l'espace, quelle est sa réalité un petit peu par rapport à son territoire. Je dois d'abord parler de cette condition urbaine, la fondamentale pour réaliser ce projet. Souvent, on a déjà parlé pendant ce séminaire effectivement de la situation du chantier urbain, où je vous disais que pour moi, quand une ville n'est pas en chantier, elle meurt, elle est déjà un peu en perdition, et souvent les chantiers sont aussi des lieux de vie. Parce qu'on n'a jamais l'abstraction totale d'une ville vécue et d'une ville en construction. On a toujours un conflit, une relation entre les deux, et c'est souvent intéressant aussi de vivre un peu ces paysages. Si vous allez dans les docks aujourd'hui à Amsterdam, à visiter les presqu'îles à périphérie, à proximité du centre-ville, tous les aménagements urbains sont terminés au sol. Mais c'est presque beaucoup moins intéressant aujourd'hui que cette époque où le bâtiment était presque terminé, déjà un peu habité, et il y avait encore beaucoup de possibilités d'adaptation même dans l'espace. Alors, je vous disais que quand j'ai répondu à ces commandes, effectivement, quelquefois photographiques, c'est assez important déjà, il faut trouver le bâtiment, parce qu'on ne sait pas toujours dans quel contexte on va le trouver. Et souvent, les paysages qui sont entre deux, ces paysages qui composent aussi la vie urbaine de tous les jours, sont relativement importants. Ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec l'École Polytechnique de Lausanne sur les périphéries urbaines pour montrer que ces zones-là, elles ont aussi une logique, un potentiel de développement très fort et qu'on n'a pas une ville officielle d'un côté, la périphérie, mais un entre-deux à retravailler, que la matière est là et qu'on peut trouver beaucoup de qualités dans ces espaces qui paraissent un peu anachroniques comme ça. Un étabal. Alors, quelquefois, j'aime bien aussi quand l'usage ne correspond pas exactement à la fonction. Ici, lors de la commande la construction d'une autoroute dans le Jura suisse, le département a eu l'idée d'offrir tous les services, l'autoroute pendant 10 jours
à la population qui pouvait faire un petit peu ce qu'elle voulait avant qu'elle devienne une autoroute en fonction. C'est-à-dire que toutes les écoles allaient faire de la bicyclette sur ces autoroutes, découvrir finalement ce paysage avec des cours d'escalade, avec toute une série d'activités dans un endroit qui était bien sûr avant inexploré, inhabité, puisque on a décidé d'ouvrir ce paysage-là, de maîtriser comme on aime le faire, de maîtriser le paysage ici par l'architecture et par les infrastructures, pour finalement donner ces visions éphémères, parce que ça, c'est des choses qu'on ne peut plus pratiquer du tout aujourd'hui. Bien sûr, en tant que piéton, vous ne pouvez pas aller sur le site aujourd'hui. Donc moi, ça m'a permis d'avoir un petit peu des points de vue très datés qui correspondent à une époque et un usage très particulier. Alors, on est dans le Jura, on est dans le Jura suisse, on est bien sûr dans des lumières, des météos, des paysages qui deviennent transparents, qui changent aussi assez rapidement. Et la neige, c'est assez intéressant finalement pour un photographe avec un ciel couvert, parce qu'elle sert un petit peu de réflecteur, elle permet d'harmoniser, d'homogénéiser un petit peu toute cette lumière blanche, notamment au niveau des matières, et de réfléchir le sol, et souvent de masquer un petit peu l'aspect non organisé ou non fini quelquefois de ces paysages. Alors, à chaque fois, les œuvres que vous voyez qu'il y a beaucoup de béton, c'est souvent des œuvres très minérales. Ici, on est ça, c'est pas comment je fais ça? Juste couper ce petit truc, pas faire de bêtises, voilà. Ici, on est à Flaine, une station de ski en France, à côté de la frontière suisse, mais qui a été complètement construite, préfabriquée dans les années 50 par l'architecte américain Marcel Breuer, et qui est aussi complètement en béton, sauf ces traces de couleur comme le funiculaire, parce que la station est interdite aux voitures, et favorisée pour les piétons. Et il y a tout un réseau de mobilité qui est développé aussi dans le paysage pour faire fonctionner ces liaisons. Donc l'idée de la photographie ici, c'était dans ce paysage minéral d'extraire un petit peu l'usage par la couleur. Alors je vous disais qu'on aime bien coloniser un petit peu ce paysage. On pense qu'on peut construire à peu près partout dans le paysage. Vous savez qu'il y a cette tradition en Suisse de montagne, à la frontière italienne, d'ailleurs ici au Cervinia, à côté du Cervin, à Monterosa, à côté de la ville de Monterosa. Et là, j'ai eu droit finalement à accéder une journée sur ce site pour photographier ce nouveau refuge. Et la commande originelle, c'était de mettre en relation le bâtiment avec le fameux icône suisse qui est le Cervin, que je n'ai pas réussi à voir pendant toute la journée parce qu'il est resté caché derrière les nuages là-haut. Et finalement, c'était beaucoup plus intéressant de se concentrer sur ce paysage, de rester en premier plan autour de cet objet sur le site, dans cette vision assez éphémère. Alors, souvent dans l'architecture en Suisse, vous avez vu, c'est souvent assez fort comme un acte dans le paysage, parce qu'il y a ce conflit avec le paysage, toujours cette idée de retrouver un petit peu une nouvelle topographie par l'architecture. Ici, sur le centre universitaire de l'EPFL à Lausanne, une œuvre réalisée par les architectes japonais de l'agence Sana, qui a fait l'objet d'un concours très prestigieux avec des figures importantes de l'architecture, et aussi assez rapidement, plutôt que l'objet lui-même dans un contexte complètement différent. Ce qui m'a paru assez intéressant, c'était de trouver des situations où le projet se positionnait face au lac et face aux Alpes, avec deux registres un petit peu de photographie et de relief qui apparaissaient un petit peu dans le paysage. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup travailler aussi en fin d'après-midi, à la tombée de la nuit, souvent dans ces paysages, parce qu'on a des lumières beaucoup plus homogènes, beaucoup plus douces, et ça permet de voir la différence un petit peu, de voir avec la lumière naturelle et la lumière artificielle ce qui se passe un peu à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est un moment assez particulier, très très éphémère, mais assez important pour arriver à lire correctement un petit peu ces paysages. Donc là, vous voyez aussi que
dans ce qui est montré, c'est aussi une sélection de premiers plans de cette topographie un petit peu artificielle avec ces patios formes libres qui mettent en rapport complètement ce site avec les Alpes qui constituent le fond du projet. Voilà, alors là aussi c'est un c'est un objet architectural aussi une icône, on peut le dire, assez typique, puisqu'on ne connaissait pas de forme de référence ce type de bâtiment avant. C'est un bâtiment, pour information, qui a été beaucoup critiqué même par les architectes qui travaillent un petit peu à l'EPFL, parce qu'il n'est pas vraiment dans une logique rationnelle, comme on connaît certains projets un petit peu en Suisse, mais plutôt dans le ludique, dans l'espace, dans une intention très très forte architecturale. Donc vous voyez, suivant le point de vue, c'était assez intéressant que la ville finalement apparaisse et disparaisse un petit peu dans cette situation de projet avec ces grandes coques en béton qui traversent un petit peu tout le site. Alors vous voyez que tout à l'heure je vous disais que dans la représentation même d'un bâtiment, quelquefois l'idée c'est pas de montrer exactement, de documenter fidèlement, comme le font les Béchers, de manière topologique, très stricte, le bâtiment lui-même dans le site, mais quelquefois de se retourner et de dire, mais quelle est l'intention de ce bâtiment et comment le mettre en rapport un petit peu avec ce site. Et finalement, est-ce que le fait de représenter l'idée conceptuelle même du projet, elle n'est pas plus intéressante que le projet? Alors, si vous travaillez pour un architecte ou pour une ville, c'est assez facile à comprendre. Si vous travaillez pour une revue professionnelle, les choix ne vous appartiennent pas, c'est-à-dire que c'est elle qui va décider de la mode de représentation parce qu'elle devra expliquer un petit peu le projet, donc avec certains codes de registre, de fonctionnement. Donc moi en général, je documente de manière assez générale le projet, mais avec les architectes, on choisit toujours 3 ou 4 images importantes qui permettent de porter un petit peu l'intention architecturale. Ici, il s'agit du siège général de l'UEFA à côté de Lausanne, qui a été réalisé par l'architecte français Patrick Berger. Vous voyez deux situations similaires. Alors c'est assez marrant parce que je me suis retrouvé à une époque à photographier des bâtiments qui avaient tous une relation au bord de l'eau et au bord d'un paysage typique. Ici, nous sommes à Lucerne, dans le projet réalisé par l'architecte Jean Nouvel, qui est le centre de congrès et de culture, et où j'ai longtemps photographié un peu ce projet dans la brume, parce qu'il y a beaucoup de brume, et ces lumières très très douces me rappelaient un petit peu des estampes un peu japonaises. Et il y avait cette idée sur la toiture terrasse ici, d'essayer d'infiltrer un petit peu ce bandeau paysager, en relief un petit peu entre ce sol noir miroitant aussi et la toiture en aluminium. Là aussi, il ne s'agit pas de l'image la plus connue, la plus impressionnante un petit peu du projet de ce grand toit qui s'avance dans le paysage, mais d'une image qui a été retenue dans plusieurs expositions par l'architecte finalement pour faire passer l'idée du conceptuel un petit peu du projet. À nouveau, sur un autre site, je vous montre encore quelques icônes avant de parler un peu plus de l'urbain, qui ont été réalisées sur le campus de Vitra. Ici, un des tout premiers bâtiments par l'architecte Frank Gehry. Et là aussi, à nouveau, dans la neige, il y avait cette fusion dans le paysage entre la blancheur du bâtiment et la pureté du site. Alors vous voyez que l'hiver c'est assez intéressant, c'est toujours un peu plus difficile techniquement de travailler l'hiver, mais c'est intéressant aussi pour le paysage parce que le paysage est transparent l'hiver, alors que l'été il est opaque et la structure même des arbres est très très intéressante par rapport à la relation même dans la structure de l'architecture. Alors ça, c'est à peine 200 mètres plus loin, puisque Vitra, si vous connaissez, c'est un peu un catalogue d'architecture contemporaine, où là on a demandé à d'autres architectes, pardon, Herzog de Meuron, de construire la Vitra House, qui est un grand showroom de collection de mobilier contemporain, qui eux-mêmes ont assimilé
ce projet a une accumulation de typologies, de maisons types, d'enchevêtrement un petit peu dans ce paysage. Donc vous voyez que c'est un travail qui est fait en couleur bien sûr, mais qui apparaît très monochrome avec les valeurs anthracites même du projet dans le paysage. À nouveau ces images un petit peu à la tombée de la nuit, où la présence est nettement plus forte même de l'objet dans ce site. Les commandes architecturales, c'est souvent des relations de 2 à 3 jours sur le site. Et c'est assez différent des commandes qui se sont développées un peu pour moi par la suite, qui sont des commandes plus urbaines, de transformation même de paysage, comme ici à Marseille. Vous avez le plan de Marseille avec le vieux port et puis toute une partie de la ville qui est le port industriel ici. Et je vous montre maintenant, c'est assez intéressant parce que jusqu'à il y a une année, cette partie-là était complètement inaccessible au public. C'est-à-dire qu'une ville située au bord de la mer, dans son centre historique, avait très peu accès au front de mer ici, sauf sur la partie après littorale, mais pas du tout en milieu urbain. Donc en fait, dans ces images-là, vous avez un petit peu 2 séries. Une première série qui a été faite sur le tramway. On m'a demandé de documenter la construction du tramway, la réalisation du tramway à Marseille. Alors au début, on m'a proposé de réaliser les images une fois toute l'installation du tramway, du paysage urbain réalisé. Et finalement, j'ai essayé de faire comprendre au maître de l'ouvrage que c'était peut-être intéressant de redécouvrir cette ville à travers les nouvelles ouvertures qui étaient créées, les nouvelles perspectives un petit peu dans ce paysage, parce que c'est un parcours qui n'existait pas, et c'est un acte assez violent quelquefois dans le territoire qui a demandé beaucoup de démolition, beaucoup de déconstruction. Donc l'idée de ce projet qui a débouché aussi sur un livre était de dire voilà qu'est-ce qui se passe dans cette période très datée, à quoi ressemblent un petit peu ces paysages. Vous voyez, une image comme ça aujourd'hui, elle n'est plus possible à réaliser parce qu'on a déjà une nouvelle construction qui est intervenue un petit peu sur le site. Mais ce moment éphémère de la ville était assez intéressant parce qu'il a permis aux gens de redécouvrir des bâtiments dans les entrepôts, des silos à grains, des bâtiments industriels qui sont devenus des bâtiments culturels, qui étaient des bâtiments de repère très très forts dans l'identité même de ce territoire. Alors il y a des parties on travaille toujours sur le niveau un petit peu de référence de la ville parce que quand on fait un tramway, il faut respecter des pentes, des inclinaisons très très spécifiques. Et ça a donné l'occasion finalement quelquefois de combler la ville, de fermer la ville ou de réouvrir certains tunnels qui étaient restés inaccessibles. Donc le travail ici se porte un peu sur le niveau de référence même de cette ville. Voilà, ce qui était intéressant ici, c'est que le parcours qui partait traversait la ville d'est en ouest, partait du tissu industriel pour aller dans des habitations années 50, plus populaires, jusqu'à la campagne, et en traversant aussi des cités résidentielles bon marché, très très fortes. Alors vous voyez qu'ici, je vous parlais tout à l'heure d'ouvrages assez exceptionnels ici dans le paysage, où on a complètement dû recreuser cette colline pour arriver à organiser une pente assez douce pour la montée du tramway. Alors on est déjà un petit peu dans la périphérie de la ville, à côté d'un cimetière très important à Marseille, et ce paysage a été véritablement créé de toutes pièces. Donc ici, cette nouvelle topographie nous renseigne beaucoup sur la qualité même du territoire. Alors bien sûr, on trouve dans le chemin, on trouve toujours des petites maisons isolées, notamment ces murs qui sont fabriqués de façon très traditionnelle, avec la pierre meulière à Marseille assez typique. Et il y a encore des traces qui sont restées dans ce paysage, jusqu'au paysage un peu plus récent de logements sociaux, de grandes cités qui se trouvent un peu dans la partie ouest de la ville, mais une partie relativement aussi, je m'en suis aperçu en développant le travail,
toujours assez paysagère. Alors vous voyez, je vous disais que dans les ouvrages d'art, c'était un travail quand même très important, puisqu'ici on avait au niveau des liaisons de transport dans la ville, on avait la confrontation entre trois réseaux de trains, de métro, plus de tramways dans la partie supérieure. Là aussi, un paysage qui maintenant a disparu, puisque toute la toiture a été comblée, pour finalement créer un nouveau parc, un parc artificiel en superficie de la ville. Alors, les chantiers, c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes à la fois pour la mémoire des villes, puis à la fois d'instruction aussi pour l'histoire de l'urbanisme et pour l'architecture, pour la manière de concevoir, à développer le tissu urbain. Alors, vous voyez que on est toujours un petit peu, on ne sait pas très bien si ces paysages sont habités ou pas. On s'approche un petit peu de la campagne ici provençale. On commence à lire un petit peu le massif de la Sainte-Victoire vers Aix-en-Provence au-dessus de la ville. Et voilà, c'était assez intéressant de parcourir finalement ces sites sous forme de séquences, avec toujours l'idée de dire on est dans la logique du tramway, on reste vraiment dans ces paysages. Alors voilà, quelquefois on voit apparaître aussi des jardins, des points de vue qui n'existaient pas auparavant et qui ont été ensuite, ont fait l'objet aussi de développement, de parcs qui se sont complètement agrandis, même en périphérie, pour les habitants du quartier. C'est un tramway qui a, si vous avez l'occasion d'aller à Marseille, qui a beaucoup de succès et qui fonctionne très bien et qui permet aux gens d'habiter relativement loin et d'être à 15-20 minutes du centre-ville. Alors vous voyez qu'il y a toujours le tramway, il y a toujours un peu la périphérie, c'est-à-dire comment on peut restructurer le paysage, reconstruire de manière traditionnelle ces murs en pierre, comment trouver des liens avec le paysage existant. Il y a eu toute une campagne réalisée pour raccorder un petit peu ces territoires-là et leur redonner un petit peu une vie, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de territoires qui étaient laissés un petit peu à l'abandon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je disais toujours, quelquefois on se retrouve un petit peu dans l'arrière du décor, dans le backstage, c'est-à-dire on voit la ville telle qu'elle n'est pas faite pour être vue, quelquefois sur les arrière-cours ou des dépendances, des petites maisons construites quelquefois de manière un peu sauvage. Et là, d'un seul coup, ces paysages-là réapparaissent un petit peu comme des nouvelles visions, comme des premiers plans qui seront visibles depuis le tramway. Là, je vous parlais de cette ouverture un petit peu, au paysage, où on commence à voir des collines qui correspondent plus à des tissus villageois que des tissus urbains qui sont en périphérie de la ville. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à côté de ce développement urbain des tramways, on a décidé de refaire un certain nombre d'équipements pour cette population, cette nouvelle population qui habitait dans ce secteur, avec un secteur en plein développement. Donc, à côté de la construction du tramway, j'ai eu l'occasion de documenter des nouveaux collèges, lycées, des lieux d'enseignement, aussi des petits bâtiments comme ici des vestiaires pour un terrain de football, ou quelquefois aussi des écoles, une crèche ici, une halte garderie pour les enfants. Donc il y a eu cette idée, cette espèce de vocation de dire on fait travailler aussi des jeunes architectes pour donner une nouvelle lecture du territoire, de ce paysage. Donc ça c'était pour la périphérie. Alors c'est assez étonnant parce que ce travail-là, je vous ai montré un petit extrait, mais c'est un travail qui a duré pratiquement 3 ans. Il y a beaucoup d'images parce que je devais quand même documenter beaucoup plus de choses. Et pendant ce temps-là, pendant que le tramway se terminait, se construisait la nouvelle ouverture sur le port, avec le MUSEM, réalisé par l'architecte Ricciotti, qui est le bâtiment que vous voyez un petit peu sur la gauche ici, et qui est le musée des civilisations méditerranéennes, qui est un petit peu la nouvelle image
du port de Marseille depuis que l'année dernière la ville était capitale européenne de la culture et a eu des moyens de reconstruire une série d'équipements culturels. Donc là aussi, à nouveau, c'est un bâtiment qui a été beaucoup photographié de la terre à la mer. Et là, vous voyez que la vision est assez différente puisqu'on a fait rentrer beaucoup plus la mer aussi dans la ville. Et de seul coup, on découvre des points de vue sur le front urbain qui n'existait pas auparavant. Alors, ce bâtiment est existant bien sûr, mais la grande qualité de ces espaces, ça a été d'un seul coup, je vous disais tout à l'heure, de rendre accessible, d'ouvrir sur la mer un paysage, un espace public qui n'était pas possible, pas visible du tout avant, qui était complètement privé et complètement colonisé par des entrepôts, des hangars industriels qui servaient au port. Alors il y a une série de nouveaux bâtiments, dont un bâtiment fait par un architecte que vous connaissez sans doute ici, Stefano Boeri, qui a créé cette maison de la Méditerranée ici, qui était invité à construire cette œuvre. Et ces images montrent des situations assez quotidiennes, même il y avait peut-être un petit peu plus de monde pour l'inauguration, mais d'un seul coup ça montre un petit peu l'envie d'avoir voulu habiter, recoloniser un petit peu ce bord de mer, cet espace public. Il y avait une demande très très forte finalement de réouvrir un petit peu cette ville sur la mer. Voilà, donc c'est une promenade qui s'étend sur à peu près 2 km maintenant, qui va se continuer avec une série d'interventions pour des activités, des lieux de résidence et des espaces publics. Donc c'est un cas assez intéressant parce que on s'est aperçu depuis quelques années en Europe qu'il y avait beaucoup de friches industrielles à proximité des centres-villes qui n'étaient plus utilisées, comme à Amsterdam, on l'a vu tout à l'heure, et finalement qui étaient des potentiels de développement urbain très très forts. Alors après, la qualité du développement urbain, elle est liée un petit peu aux autorités, aux acteurs privés. L'idée étant de conserver un maximum de relations entre l'espace public, la qualité de vie, et puis les zones d'habitation. Et pas d'en faire comme par exemple aux Pays-Bas, on a fait beaucoup trop de logements et moins d'équipements. Donc quelquefois les gens décident de revenir habiter au centre-ville d'Amsterdam, où c'est des paysages qui ne sont pas encore finis. Donc, ou alors on rajoute des équipements pour permettre aux gens de venir. Alors à côté de ça aussi, il y a eu toute une série de manifestations. Il y a des nouveaux signes urbains. Une des grandes nouveautés à Marseille, ça a été de rendre toute la partie du Vieux-Port complètement piétonne, de piétonniser et d'offrir cet espace aussi au public. Et de créer aussi quelques événements comme cette grande toiture en aluminium réalisée par l'architecte Norman Foster. Et je vous parlais tout à l'heure un petit peu quelquefois des icônes. Qu'est-ce qui fait qu'on identifie une ville, un lieu, un bâtiment et on n'imagine pas forcément ce que les gens vont garder en mémoire de cette expérience urbaine. Et là, finalement, ce bâtiment, ce tout petit... enfin, il n'est pas petit, ce grand abri solaire urbain est devenu un lieu assez iconique où tout le monde va se réaliser un autoportrait un petit peu sous ce bâtiment parce que la toiture en aluminium reflète complètement ce qui se passe au niveau du sol. Donc tous les Marseillais connaissaient la cathédrale Notre-Dame de la Garde qui se trouve en haut d'un rocher qui servait de repère aux marins. Et là, d'un seul coup, le nouveau symbole urbain devient plutôt cet élément comme signe d'appropriation un petit peu de cet espace public. Donc là, c'était aussi assez intéressant. Cette commande, finalement, elle était liée à d'autres commandes dans la région Provence-Côte d'Azur, de 3 villes. De Marseille et Nice étant la deuxième ville. La problématique de Nice ici, c'était aussi d'améliorer, même si elle est déjà extrêmement dessinée, finie, une logique complètement différente de Marseille, mais c'était de redonner une qualité d'espace public dans la terminaison de la promenade des Anglais, dans un endroit qui s'appelle
Roba Capéou, qui est la pointe du rocher de Nice, entre le port de la ville et puis la grande promenade des Anglais. Donc finalement, alors ça c'est un projet qui était assez particulier aussi pour moi parce que où j'ai pu collaborer aussi directement sur le projet, photographier la situation, l'évolution aussi du paysage. Et assez rapidement, c'est un paysage assez grandiose, bien sûr. Vous connaissez ça en Italie avec un horizon, un belvédère qui donne sur un horizon à perte de vue. Et finalement, le projet qui a été réalisé au niveau du sol a été simplement quelquefois de prolonger l'espace public sur la mer, en porte-à-faux, sur les rochers, de s'avancer et surtout d'essayer d'éliminer un petit peu visuellement tout ce qui pouvait gêner la lecture un petit peu de ce paysage. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la construction du projet, dans les protections, comme vous voyez ici les blocs en béton qui ont été disposés pour protéger la digue principale, à chaque fois dans la ville, il y a toujours un usage particulier qui se crée autour d'un projet. Et là, les petites plages artificielles, minérales, ont été rapidement colonisées un petit peu par les Niçois pour avoir des situations exceptionnelles en bord de... Alors je vous disais que la qualité aussi de ce projet-là, c'était d'offrir, de libérer complètement la vue. C'est-à-dire que vous avez dans cette situation-là aucun obstacle visuel. Le sol, vous voyez que le sol a été traité un petit peu en creux, en décaissé comme ça. Et le niveau du banc et de la protection du garde-corps correspond un petit peu au niveau du sol. Ce qui fait que quand vous arrivez sur la partie supérieure, vous n'avez absolument aucun arbre, aucune barrière, aucun élément visuel qui bloque la vue. Et sachant qu'avec l'idée de terminer la promenade par un banc, une banquette, une banquine sur toute la partie périphérique pour orienter un petit peu ce paysage. Alors c'est un nouvel endroit aussi à Nice très intéressant où les gens se retrouvent le soir ici pour lire, voilà. Un endroit qui est complètement visuellement complètement épuré dans toute cette situation magnifique de la rade. Alors la journée, il y a beaucoup d'activités autour de ça et vous voyez que c'est très discret. Donc ici, la représentation, les images, elles servent complètement cette idée du projet de libérer cette vue. Voilà. Alors là aussi, on retrouve des images qui sont faites à la tombée du jour. C'est un projet d'ailleurs qui a reçu un prix important en espace public. Et ce qui est intéressant, c'est que quelquefois, on a choisi 3 points de vue fixes que l'on a réalisés avec des lumières complètement différentes pendant la journée. Et même la ville a réussi un jour à communiquer avec des points de vue spécifiques qui montraient très très peu l'espace, mais qui donnaient cette vision, cette sensation que pouvait procurer un petit peu cet espace. Alors il y a un travail sur la lumière du jour, il y a aussi un travail important qui est fait sur la lumière de la nuit, puisque la ville voulait absolument avoir des réverbères, des belvédères partout pour continuer l'éclairage de la promenade des Anglais. Et là ici, ce qui a été décidé, c'était de cacher aussi tous les éclairages dans le sol. Là on ne les voit pas, tous les éclairages sont cassés sous le banc pour essayer de créer une nouvelle ligne artificielle de lumière, encore des protections de lumière le soir, voilà, pour finalement visuellement continuer visuellement cette ligne de lumière qui est construite avec ce qu'on appelle à Nice le collier de perles. En fait, le collier de perles, c'est l'éclairage de la promenade des Anglais, qui sont ces bulbes colorés là. Et ici, vous voyez en fait l'effet de la lumière qui est créé avec toute la banquette qui, d'un seul coup, souligne un petit peu tout le paysage, toute la baie. Alors, pas très loin de Nice, on a une 3e ville aussi, enfin une ville, une principauté, c'est Monaco. On m'a demandé de venir travailler un petit peu à Monaco. Alors, pour moi, au début, je ne savais pas très bien quoi faire dans cette ville, parce que pour moi, c'était un peu de la non-architecture. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à Monaco. C'est pour ça que dans ces premières images, vous voyez que j'avais du mal un petit peu. La ville se situait un petit peu à l'arrière d'un paysage et je ne savais pas trop comment visualiser visualiser un petit peu ce territoire.
Et finalement, comme cette commande, en fait, elle était liée à un promoteur, un acteur urbain assez important qui construisait une tour dans la ville, je lui ai d'abord proposé de procéder à une première lecture de la ville, des espaces de la ville existantes, avant de photographier aussi l'ouvrage qu'il était en train de réaliser. Et finalement, ce travail a pris plus d'importance que la construction, même la réalisation de sa tour. Alors là aussi, c'est un rapport à Monaco avec une situation topographique absolument extraordinaire, une pente très très forte et très très peu d'espace pour construire. Donc là, contrairement à Nice où le regard s'est complètement orienté sur l'horizon, sur la mer complètement épurée, là, le regard s'est plutôt orienté sur l'intérieur des constructions, l'intérieur des terres, l'intérieur physiquement construit en relation avec ce site et avec je dirais pas une architecture sans qualité, mais effectivement une architecture qu'on peut voir dans des sites balnéaires qu'on connaît déjà, qui n'a pas un grand intérêt autre que d'orienter un balcon plein sud pour la personne qui viendra l'habiter pendant une période un petit peu éphémère. Donc vous voyez que dans ces images, le ciel est encore assez présent, mais plus je rentrais dans la ville, dans l'intérieur de la ville, et plus je me confrontais un petit peu à cette densité même de territoire et de l'urbain qui est assez particulier à Monaco, où d'un seul coup on arrive dans les images à lire aussi toutes les couches constructives quelquefois qui racontent un petit peu l'histoire du lieu. Par exemple, j'ai retrouvé des images historiques sur ce site. La première construction, c'était cette petite église, là, dans la partie basse, petite chapelle assez particulière, mais qui était le seul objet longtemps dans le paysage, dans la colline. Ensuite, s'est construit le premier bâtiment de logement, des 5 logements familiales, au-dessus de l'église. Est-ce qu'on peut construire au-dessus d'une église? Et ensuite, dans les années 1970-80, s'est construit cette énorme barre de logements qui essaye de trouver un espace minimal, parce que vous savez que l'espace est très 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 réduit là-bas, pour à la fois construire, avoir de la lumière et libérer la vue. Donc ce qui m'intéressait dans cette image-là, c'était d'arriver bien sûr à confronter ces situations urbaines dans cette image. Alors, vous voyez que plus je rentre dans la ville, finalement, plus le ciel disparaît, et finalement on s'aperçoit qu'on est dans quelquefois des paysages un peu assez fermés, assez composés, assez clos, assez refermés un petit peu sur eux-mêmes. Et bien sûr, ça c'est des visions que vous n'avez jamais. Je vous disais que les visions que l'on aura, c'est les visions de vue de la ville sur la mer, et le fait de retourner, de regarder cette situation, c'était quand même assez intéressant. Alors, voilà, et c'est toujours assez des décors un petit peu, des paysages un petit peu kitsch. Il y a il n'y a pas beaucoup de coordination. Chacun pose un objet dans le paysage, une végétation, et ça donne des choses un peu étranges. Mais dans ce chaos, il y a aussi une harmonie. Et ça, c'est une image qui j'aime bien parce qu'elle est un peu la synthèse de cette ville, et c'est un peu la synthèse de ce conflit entre le minéral très très fort existant, entre cette roche et puis ces intentions architecturales de lutter, de s'installer un petit peu dans ce territoire. Voilà. Alors là, je vous ai fait traverser un petit peu rapidement ces trois sites urbains. Après ce parcours, ce voyage un peu architectural sur une série d'icônes contemporaines. Et je voudrais terminer un peu cette présentation juste en rappelant que finalement ces images-là, elles sont vraiment un état des lieux daté sur le moment, et que c'est toujours difficile de s'arrêter à cette image pour réfléchir sur la ville. Et à nouveau, avec cette image d'Alex McLean ici, on a cette idée de réversibilité des territoires. Aujourd'hui, on a quand même à disposition énormément de territoires dans le territoire lui-même, et le fait quelquefois de le penser différemment au niveau de l'usage, au niveau de l'interprétation, au niveau de la fonction, c'est assez intéressant pour lui donner une autre vie et ici une autre forme de représentation qui est
assez forte. On a l'impression d'un collage, d'un copier-coller de cette ville américaine. Alors ceci, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, l'image de Shanghai, effectivement, avec ces paysages qui apparaît et disparaît en même temps dans le territoire, qui n'est plus lisible aujourd'hui. Et enfin, j'aimerais terminer à nouveau avec une image assez forte, réalisée bien sûr aussi à nouveau par Gabriel Basilico sur les territoires de Picardie. Mais si vous ne savez pas que cette image a été réalisée en France, on pourrait être, pour moi, c'est presque une image de western, c'est-à-dire une image de paysage américain avec l'ouverture sur le site, la rue corridor, le vent qui... personne habite un petit peu ces paysages, ce qui est très typique dans les images de Gabriel Basilico, c'est-à-dire qu'on n'a jamais personne. La ville est un décor de théâtre un petit peu en attente d'une représentation. Mais c'est aussi l'idée de lutter aujourd'hui. Cette image, elle n'est pas innocente parce qu'elle montre aussi les limites de l'urbanisme, les limites un petit peu de la colonisation de ce territoire. Et elle permet peut-être aussi de se poser la question de dire aujourd'hui comment on peut retravailler à l'intérieur des villes sans forcément s'étendre indéfiniment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça va. Mi piace per francese. Je ne sais pas si peut-être vous avez des questions. Allora, ci sono delle domande? Qualche domanda? Alors c'est vrai que vous l'avez vu, c'est toujours un peu une présentation, une réduction du travail, mais après plusieurs années d'expérience de représentation de l'objet architectural, c'est vrai que le travail évolue maintenant beaucoup aussi, notamment comme on le fait ici dans l'enseignement, sur la réflexion de l'urbain et de dire comment l'image, elle peut être un document critique et analytique un petit peu du paysage, comment elle n'est pas la seule représentation unique, une icône d'embellissement même du paysage, mais comment elle est là pour peut-être critiquer et proposer quelquefois une intention de projet dans la transformation un petit peu de ces sites. Et l'urbain, il y a beaucoup d'expositions aujourd'hui parce que c'est la ville, l'urbain, c'est un sujet qui est très très contemporain parce qu'il est utilisé à la fois pour les gens qui documentent la ville, qui documentent l'architecture, la transformation urbaine, mais aussi par les artistes, les plasticiens, qui utilisent avec une démarche artistique le fond urbain dans le paysage. Voilà, je ne sais pas si... Qualche domanda? C'est toujours la première. Sto guardando. Vedo che hai chiuso con Gabriele Basilico, no? Rispetto alla tematizzazione di cui parlavi prima, no? Del rapporto tra progetto, trasformazione, e di come si può conoscere il sito attraverso l'immagine, no? Pensi che Basilico ci abbia lasciato qualche insegnamento? Non, il l'a pas fait. Il l'a pas fait, il a pensé. Se laissé quelque chose que nous avons d'apprendre su fond de voir les sites. Oui, mais c'est très important. Mais en Italie, il y a il y a beaucoup de... On a vu avec les étudiants, de photographes, Caramonte, Vitali, Luigi Chiri, il y a beaucoup de gens qui travaillent un petit peu sur ce paysage. Alors je ne sais pas après dans l'évolution de la diffusion du travail, si ce travail est utilisé, puisque dans la réflexion, je ne suis pas sûr, puisque il n'y a pas beaucoup en Italie de missions photographiques sur le paysage, non? C'est quelque chose qui existe, cette commande photographique, ou pas? Non, elle existe un peu. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de voir dans les archives de Milan comment on a progressivement documenté un petit peu la ville, ou pas documenter un petit peu toutes ces transformations urbaines. Et Basilico, bien sûr, c'est jamais neutre, c'est toujours un regard très critique. Et lui, il utilise beaucoup la ville vide pour l'essence même,
de l'architecture, la pureté même du geste, de l'espace, la qualité de l'espace urbain sans l'usage pour révéler vraiment son potentiel, quoi. Voilà. Non, toujours pas. Altre domande? Delle domande? Chiudiamo qui? Ok. Ok, grazie mille allora. Merci, grazie a lei. Grazie. Merci.